vais donner maintenant la parole à son voisin de droite, le général Patrice Moyeur, qui est général en deuxième section de l'armée de l'air et qui a été attaché de défense près de l'ambassade de France en Turquie. Et aujourd'hui directeur des projets de défense et de sécurité du cabinet Adventist Consulting, situé à Istanbul, et chercheur associé à l'IRIS. Alors, mon général, vous avez une expérience turque, par votre passage à Ankara, et vous allez nous parler du rôle des Kurdes dans ces conflits. Bien, je vous donne la parole pour le même espace de temps que les autres. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je voudrais parler un petit peu des relations entre Turquie et Syrie. Donc, 911 km de frontière. Bon, c'est une relation compliquée depuis le début à cause de dossiers contentieux lourds. Le PKK d'abord, la Syrie étant accusée de sauter à ce mouvement. On en est arrivé quand même à un conflit, limite de conflit armé, donc en 98, qui s'est conclu dans les accords d'Adana, fort heureusement. L'affaire du Sanjak d'Alexandrette, donc aussi qui était séparée par la France en 1937, parce que la Syrie était sous le protectorat français, que certains Syriens continuent à revendiquer. Le grand projet d'Anatolie sud-est, qui réduit l'Euphrate à un mince filet d'eau, et puis les armes de destruction massive aussi, pour qui la Turquie considère que c'est un peu dangereux. Malgré tout, à partir de 2003, on est arrivé à un processus de rapprochement avec l'AKP qui venait d'arriver au pouvoir. D'une manière assez spectaculaire, en 2010, la Syrie ne faisait plus partie des menaces pour la Turquie. Donc on peut considérer que la Turquie avait largement contribué à la réhabilitation de la Syrie sur la scène internationale. Et puis est arrivée la guerre civile en Syrie en 2011. Et là, on est passé d'une amitié au plus haut niveau de l'État, entre les présidents turcs et syriens, à carrément une opposition totale. Alors comment on en est arrivé là? La Syrie n'a pas trop supporté de voir les Turcs donner des conseils pour la manière de gérer la crise. Quelques dates importantes, on a quand même eu en juin 2012 un avion de chasse turc qui a été a priori abattu par la défense aérienne syrienne. Donc là aussi, les Turcs ont modifié les règles d'engagement de leurs unités militaires. Une affaire en 2012 où il y a eu 5 civils tués par des obus syriens, et là la Turquie a invoqué l'article 4 de l'Alliance Atlantique pour pouvoir déployer des missiles de défense solaire et antimissiles. Et puis l'affaire grave en 2015 de l'avion russe abattu par les F-16 turcs. Mais malgré tout, en 2016, on assiste quand même à un revirement de situation où la Turquie maintenant considère qu'il faut opposer un petit peu et rejoindre le groupe d'Astana pour tenter de trouver une solution. Pour les parties, je dirais, présentes en Turquie, parties prenantes, c'est compliqué, mais on peut les diviser en 4 groupes. Les pro-régime, les pro-Assad, qui font partie du régime, les rebelles qui eux souhaitent davantage de démocratie, les groupes djihadistes en tout genre, où il y en a tellement que c'est compliqué, qui eux profitent du désordre pour pouvoir prendre le pouvoir, et les Kurdes au nord. La Turquie, comme d'autres pays, soutient les rebelles, puisqu'elle exige le départ de Bachar el-Assad. Elle est contre les Kurdes, forcément, c'est pas nouveau. Et notamment parce qu'ils forment le noyau dur des forces démocratiques syriennes qui, eux, sont pratiquement les meilleurs combattants contre Daesh. Il y a la coalition internationale qui comprend 22 pays, qui est conduite par les États-Unis, avec des buts politiques tout à fait différents, voire opposés. La Turquie, de ce côté-là, est à peu près calée sur la France, États-Unis, Royaume-Uni. La seule différence, c'est qu'elle combat les forces des démocratiques syriennes parce que ce sont des Kurdes. La Turquie a été accusée pendant un petit moment de complaisance avec Daesh. On lui a prêté cette position politique, mais ça a changé en 2015 lorsqu'il y a eu les attentats sur son sol, et là ils ont commencé, les Turcs, à mettre à la disposition de la coalition leur base aérienne. Actuellement, la Turquie conduit 4 opérations militaires en Syrie, 3 encore en cours et une terminée officiellement. La première, dont vous avez sûrement entendu parler, c'est Bouquet de l'Euphrate. Donc ça a commencé par la prise de Jarablus, ça s'est terminé par la prise de la ville d'Al-Bab.
avec un bilan assez lourd pour les Turcs, parce que 67 tués dans ses rangs, 67 militaires tués. La deuxième opération, c'est Idlib, c'est donc les points d'observation qui ont été mis en place dans le cadre des accords d'Astana, 12 points d'observation, dans le but officiel de créer des conditions favorables au retour des réfugiés qui sont présents en Turquie vers la Syrie. La troisième opération qui est toujours en cours, c'est Branche d'Olivier ou Rameau d'Olivier, qui a été lancée le 20 janvier dernier, dans le but de sécuriser les frontières. Afrin, donc, dans le cadre de cette opération, est sous contrôle de l'armée turque depuis le 18 mars, et les actions sur le terrain continuent maintenant avec des forces de police locales. Le bilan, pareil, de l'opération Rameau d'Olivier est lourd, 54 soldats turcs tués et 241 blessés. Selon l'état-major général des armées, l'opération se terminera jusqu'à la neutralisation des derniers terroristes. Et enfin, la dernière, c'est Manbij, donc qui consiste à des patrouilles conjointes avec les États-Unis dans le cadre d'une feuille de route qui a été décidée entre les deux pays. Et maintenant, je voudrais dire un petit mot quand même sur Idlib, parce que je pense qu'Idlib concentre la grande attention de tout le monde en ce moment. Donc Idlib, ça concentre des terroristes les plus durs. Pour moi, maintenant, l'objectif à la fois des Turcs et des Russes est de trouver un point d'entente, parce que autant les uns souhaitent percer l'abcès pour en terminer une fois pour toutes et ne pas créer une base de terrorisme, donc de départ, une nouvelle base de terrorisme de départ, sachant que la Turquie, elle voit aussi que ça ferait 800 000 réfugiés supplémentaires dans ses frontières, alors qu'ils ont déjà à peu près entre 3 et 3,5 millions. Une autre raison aussi, c'est qu'un contrôle d'Idlib permettrait aussi d'étendre une zone tampon le plus à l'est possible, toujours dans cette obsession, cette hantise de la création d'une entité kurde à ses frontières. Donc la situation post-Idlib actuellement, c'est difficile de se prononcer. Tout dépendra aussi de l'aide accordée par certains États aux rebelles kurdes. Et dans ce cas-là, la question c'est est-ce que ça ne va pas devenir une espèce de corps de garde frontière à la frontière syrienne, et ce qui préoccupe un peu Ankara. On m'a demandé aussi de parler un petit peu du conflit en Irak. Donc pour mémoire, entre la Turquie et l'Irak, c'est 352 km de frontière extrêmement montagneuse. Bon, de toute façon, la Turquie continue ses opérations militaires au nord de l'Irak, parce que selon l'interprétation turque du droit international, c'est une zone qui appartient à l'Irak, mais de facto, une zone, je dirais, qui n'appartient à aucun État. C'est leur interprétation, et ce qui leur permet de maintenir au nord-Irak un contingent permanent de militaires dont le but est plutôt de prévenir les unités en Turquie de passage éléments du PKK. Avec l'Irak, toujours ces soucis aussi historiques de Mossoul, et puis toujours le projet d'Anatolie du Sud-Est, avec le Tigre qui prend sa source en Turquie. Enfin, on m'a demandé aussi de parler de la question turque, la question kurde après Daesh. Bon, pour moi, personnellement, je ne fais pas de lien entre les deux. Si Daesh est exterminé un jour, la question kurde restera. De toute façon, c'est une vieille question qui a commencé même pendant l'Empire ottoman. Aucun gouvernement turc n'est arrivé à une solution pérenne. Et d'ailleurs, le gouvernement actuel, après une période d'illusion post-élection en 2002, maintenant prend la manière forte, conduit des opérations toujours dans le sud-est de la Turquie et au nord d'Irak, avec les affaires tous d'intellectuels et de journalistes emprisonnés, parce que avec une notion de terrorisme très large. Merci mon général, et j'apprécie tout à fait le respect du créneau de temps qui vous avait été donné. Je crois qu'effectivement, poursuivre la politique turque, c'est souvent difficile parce qu'elle est fluctuante. En revanche, il y a une ligne directrice qu'on peut suivre et qui donne les grandes règles, c'est l'obsession anti-kurde. Et vous l'avez parfaitement expliqué dans votre exposé.